Bonjour à tous. Donc je me présente, Florent Giraud, je suis chef du service de la protection économique du consommateur à la direction départementale de la protection des populations de Paris. Et je suis accompagné de deux enquêteurs du service, donc Sarah Lombardi et Alexis Rougier. Donc l'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter le régime de protection que peut bénéficier un petit professionnel. Donc on verra ce que recouvre cette appellation petit professionnel et quelle est la protection qui est associée, qui est la protection finalement un peu standard du consommateur. Et puis dans une deuxième partie, nous vous présenterons quelques focus de pratiques les plus courantes qui peuvent viser les professionnels et a fortiori les petits professionnels. Alors, déjà, qu'est-ce que recouvre la notion de petit professionnel? Donc c'est l'article 221-3 du Code de la consommation qui le dit. En fait, il y a deux conditions. Il faut que le contrat qui vous est vendu ne soit pas dans votre cœur d'activité. Donc on comprend bien qu'un boulanger qui signe un contrat relatif à de la vidéoprotection ou location d'un site web ne rentre pas dans son activité principale. Donc à ce titre, il rentre bien dans la définition de l'objet du contrat. Le deuxième point, c'est le nombre de salariés qui devra être au plus égal à 5 salariés. Au-delà, il sortira du champ prévu par le Code de la consommation qui permet du coup à ces professionnels qui remplissent ces deux critères de se voir conférer une protection particulière. Deuxièmement, quand on parle de contrats, il s'agit de contrats qui sont conclus hors établissement. Donc, c'est une définition qui est donnée par le Code de la consommation. Donc, qu'est-ce qu'un contrat hors établissement? C'est quand il est signé dans un lieu différent du lieu habituel d'activité d'un professionnel. Donc, le cas général, c'est quand vous êtes démarché dans votre local professionnel, donc un boulanger qui est démarché par un commercial qui va lui faire signer sur place le contrat. On rentrera bien dans cette notion de hors établissement. Il y a aussi une autre possibilité, c'est lorsqu'il y a eu un démarchage et que immédiatement après, on vous fait signer par voie numérique le contrat, on rentre encore une fois dans la définition hors établissement. Ce n'est pas le cas, par exemple, si vous êtes uniquement démarché par téléphone, puis dans la foulée, on vous fait signer un contrat, on sera sur un contrat qu'on dit à distance et qui n'entre pas dans cette définition, donc qui ne conférera pas une protection particulière. De la même façon, dans les foires et salons, c'est considéré comme possiblement un lieu habituel de conclusion de contrat, donc ça ne rentrera pas dans la définition hors établissement. Donc il y a une vigilance particulière des professionnels qui seraient amenés à conclure un contrat sur ces lieux particuliers. On a aussi un deuxième régime de protection qui, lui, est beaucoup plus général puisqu'il concerne tous les professionnels, ce qui s'appelle les pratiques commerciales trompeuses, donc qui protègent les consommateurs, mais aussi les professionnels. Typiquement, lorsque vous êtes démarché sur un faux procédé, une fausse qualité de votre interlocuteur ou des allégations trompeuses sur le bien qui vous est vendu ou la prestation. Voilà, donc ça, c'est couvert et on sort il n'y a pas besoin de rentrer dans les conditions que j'ai énumérées précédemment, donc la catégorie du contrat ou votre qualité de petit professionnel. Là, vous êtes protégé, c'est-à-dire que c'est un délit pénal et la DGCCRF enquête de manière régulière sur ces faits. Donc, quand on est, je reviens sur le cas général qui est des contrats hors établissement, quand on est dans ce cas-là et que vous remplissez les conditions du petit professionnel, ce contrat doit avoir un minimum d'informations qui sont affichées ici. Donc je vais pas les lister en détail, mais ce qui est important, c'est plutôt vers la fin, notamment on doit vous informer de la possibilité de recourir à un médiateur, qui est quand même un élément important dès lors que vous allez être en litige par rapport à ce contrat. Vous avez quand même une personne tierce qui peut favoriser la résolution de ce litige. Et le point aussi très important, on l'a mis en gras, ça concerne l'information sur le droit de rétractation. Donc on doit vous informer s'il existe ou pas. Effectivement, il existe des cas où, suivant la nature de la prestation qui vous est vendue ou du bien, le droit de rétractation ne s'applique pas. Mais dans votre décision d'engagement, c'est une information importante. Je n'ai pas listé les exclusions, mais typiquement, quand vous achetez un produit qui est fabriqué spécifiquement à votre demande, on comprend bien que le vendeur, si vous vous rétractez, n'aura pas possibilité
de le revendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est une cause, en tout cas c'est un motif d'exclusion du droit de rétractation. Mais dans le cas général, c'est un droit qui s'applique à enfin, un champ très large de produits et services. Donc le professionnel qui souhaite contracter avec vous doit vous fournir toutes ces informations sur un support durable. C'est vrai que dans les pratiques, et je ne vais pas m'avancer sur ce que vont vous présenter mes collègues, mais voilà, ces informations souvent vous sont glissées sous le nez puis reprises. Là non, elles doivent vous être communiquées de manière durable. Donc ce n'est pas dit seulement à l'oral et ce n'est pas montré, on doit vous communiquer le document. Chose importante aussi, c'est que le professionnel, dans ce cadre-là, n'a pas le droit de prendre un paiement avant une période de 7 jours. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi à avoir en tête, ce qui permet aussi aux petits professionnels d'avoir ce temps de réflexion dès lors qu'il n'a pas engagé d'argent et qu'il est aussi dans son droit de rétractation. Voilà, il peut revenir sur son engagement. Alors, si on détaille un petit peu le droit de rétractation, donc il est, d'une manière générale, il est de 14 jours suivant la date de signature de contrat ou si le contrat porte sur la fourniture d'un bien au moment de la livraison du bien. Alors, des fois, on a ce qu'on appelle des contrats mixtes, c'est-à-dire il y a une prestation de service et la fourniture d'un bien, mais dans ce cas-là, le délai qui sera in fine retenu, c'est 14 jours après la livraison du bien, sachant que le professionnel pourra aussi se rétracter bien avant, dès qu'il a signé le contrat. Élément aussi important, c'est à avoir en tête, c'est que dès lors que le vendeur ne vous aura pas communiqué l'intégralité des informations relatives au droit de rétractation, et a fortiori si vous n'a pas communiqué le bordereau de rétractation, qui est finalement l'instrument qui vous permet de vous rétracter, ce délai de rétractation est prolongé de 12 mois. Donc voilà, c'est quelque chose de très important et il est prolongé jusqu'à ce que le professionnel vous donne ces informations. C'est-à-dire que si dans ce délai de 12 mois, il vous communique les informations relatives au droit de rétractation, bon, de nouveau, on calculera 14 jours et puis ensuite, ça s'arrêtera. En général, quand il ne vous l'a pas communiqué à la conclusion du contrat, il ne vous le communique a priori pas ultérieurement. Alors ensuite, oui, élément aussi à avoir en tête, c'est que dans certains contrats, on a des contrats de financement qui sont associés au contrat hors établissement. Donc ces contrats sont interdépendants. Si vous rétractez sur le contrat principal, le contrat de location financière qui est associé tombe également. Et inversement, si vous n'obtenez pas le financement, votre contrat principal tombe également. Et voilà, je vais laisser la parole à mes collègues pour vous présenter un petit peu des cas concrets de pratiques qui visent les petits professionnels. Bonjour à tous. Donc, merci. Bonjour à tous. Donc, on va voir un petit peu comment ça se déroule dans les faits par rapport aux plaintes qu'on reçoit. On a pu constater des répétitions un petit peu dans les manières de faire. Donc les principales pratiques les plus courantes. Donc l'insertion publicitaire, il s'agit de ce qu'on appelle annuaire professionnel. Donc des démarcheurs qui viennent vous proposer plus de visibilité pour votre entreprise. Et puis derrière, la prestation n'est pas rendue. Également la location financière d'équipements ou de sites internet sur laquelle on va revenir un petit peu. Tout ce qui est démarche administrative et consommable. Donc une signature de la main qui peut coûter un bras. En général, comment ça se passe? On a un professionnel, donc un démarcheur, qui va se rendre dans votre société pour vous proposer une offre alléchante. Donc il peut s'agir d'un site internet avec beaucoup de visibilité ou encore de location de matériel ou même d'un matériel qui ne présente pas forcément en location d'ailleurs, avec des prix très attractifs, une participation commerciale à la clé et puis donc, au final, un papier à signer dont vous ne verrez pas toujours le contenu. Donc, en général, on s'en rend compte une fois qu'on reçoit l'échéancier dans le cas de la location financière, par exemple. On a beaucoup de plaignants qui nous signalent qu'ils ont pris connaissance de leur engagement après avoir reçu un échéancier
sans jamais avoir reçu le contrat. Le problème, c'est que les recours juridiques peuvent être très longs. Et puis, on est souvent mal informé. On a beaucoup de plaignants qui se rendent au tribunal de commerce. Il faut savoir que dans le cadre des petits professionnels, on peut se rendre au tribunal civil. On a aussi de plus en plus le cas, vous connaissez sûrement des documents signés de manière électronique, DocuSign, Worldline. Alors, il faut savoir que si vous êtes démarché par téléphone et que vous signez un contrat de manière électronique, vous sortez du champ de la vente hors établissement, donc ce qui vous permet d'être protégé en tant que petit professionnel. Pourquoi ? Parce que la vente hors établissement prévoit donc la rencontre physique simultanée des deux parties. Quand bien même vous ne signez pas en la présence du démarcheur le contrat, si vous le signez de manière électronique à partir du moment où il y a eu cette rencontre, vous êtes en vente hors établissement. En revanche, si vous êtes démarché par téléphone, restez très vigilant parce que vous serez en vente à distance à partir du moment où vous n'aurez pas rencontré le démarcheur. Alors, une diapo un peu lourde, mais qui illustre très bien les pratiques que nous, on a pu constater à travers les plaintes qu'on reçoit. On a pu recevoir des plaintes concernant des contrats signés en faux, d'après ce qui nous a été signalé. Donc, il s'agit souvent de tampons qui traînent dans la société. Il suffit d'un moment d'inattention et le démarcheur peut s'en saisir et signer en faux des contrats. Donc, restez vigilants sur les tampons. Tout ce qui est documents à trous, avec des cases à cocher. Sur la location financière, par exemple, on va avoir des durées d'engagement. Donc, c'est simple, hein, il y a trimestriel, mensuel. Parfois, vous voyez avec le vendeur, ça part sur un engagement mensuel. Et puis, en fait, on se rend compte que non, on est engagé de manière trimestrielle, donc sur une durée beaucoup, beaucoup plus longue. Des locations de photocopieurs qui vont jusqu'à 5 ans, sans option d'achat, pour des sommes qui vont jusqu'à 20 000 euros. Donc, restez très vigilants sur les documents. Donc, l'absence de remise d'un exemplaire de contrat, ça, c'est un manquement, et ce qui est souvent constaté d'ailleurs. Et malheureusement, effectivement, quand vous n'aurez pas le contrat, déjà, vous ne connaîtrez pas la portée de votre engagement. Et ensuite, vous n'aurez pas les informations relatives aux droits de rétractation. Parfois, vous ne saurez même pas à qui vous adresser pour vous rétracter. Donc la participation commerciale, on en a parlé, ce sont dans le cadre de la location financière par exemple, sans option d'achat. Il s'agit on part sur un produit qui a priori paraît cher, sur un engagement mensuel ou trimestriel, mais le démarcheur va vous inciter en vous disant qu'avec la participation commerciale, la prime, le fait d'être client référent par exemple, le rachat du matériel, il y a plein d'offres qu'il est possible de proposer et qui va permettre d'alléger la facture. Ces offres peuvent être honorées, mais parfois elles ne le sont pas ou seulement partiellement. Donc on a beaucoup de plaignants qui signalent que voilà, il y avait une promesse à la clé qui n'a pas été respectée et donc des factures très très lourdes à la fin. On a également le cas du matériel qui est présenté comme obligatoire, comme par exemple la mise en conformité au RGPD. Bon, c'est un peu daté maintenant, vu l'ancienneté du règlement. Mais c'est des démarcheurs qui vont dire qu'ils sont en lien avec la CNIL et que c'est une obligation réglementaire. Pareil pour les défibrillateurs. On a des professionnels de santé qui nous signalent qu'ils ont été démarchés pour des défibrillateurs ou même des établissements, comme s'ils étaient des établissements recevant du public qui étaient soumis à cette obligation. Ce n'est pas le cas. En cas de doute, ne signez rien et rapprochez-vous de syndicats professionnels ou de l'administration. On a également, comme je vous le disais, l'identité des démarcheurs. Parfois, on ne sait pas auprès de qui on s'est engagé. Dans le cas de la location financière, par exemple, les gens se retrouvent attachés à des organismes de financement et n'en avaient pas connaissance. Ils pensaient avoir signé un contrat pour du matériel. Et au final, comme je vous le disais, c'est des engagements sur plusieurs années avec des factures monstrueuses à la fin. On a également le cas de sociétés qui peuvent se présenter comme des administrations ou des formalités administratives obligatoires avec des noms de sociétés douteux. Donc il faut savoir que des raisons sociales, on peut choisir sa raison sociale sans qu'elle soit particulièrement contrôlée.
Vous pouvez très bien avoir une société qui s'appelle Information Légale. Il ne s'agira pas d'administration ou vraiment de formalités obligatoires, mais seulement d'une société commerciale. Donc vous pouvez très bien recevoir des documents à l'ouverture de votre société qui vous demandent de payer une facture en lien avec cette création d'entreprise. Et au final, il ne s'agit pas du tout de ça. Donc encore une fois, pensez à bien vous renseigner auprès de vos syndicats professionnels ou de l'administration. Donc voilà, encore une fois, on répète un petit peu les procédés. Donc pour conclure, s'il faut retenir une chose, c'est qu'il n'y a aucune obligation de signer quoi que ce soit. Si quelqu'un vient vous démarcher, et encore une fois, restez particulièrement vigilant au téléphone. Si l'offre vous intéresse, prenez les documents, prenez le temps de vous renseigner sur la société. Souvent, on va vous le présenter comme une offre à courte durée, il faut rapidement signer. C'est faux. Si l'offre est alléchante, en général, il n'y a aucune urgence à signer. Les sociétés ont un business model qui fonctionne, n'ont pas besoin de vous presser à signer. Donc, dans le doute, ne signez rien. Gardez les documents, prenez le temps de vous renseigner. Alors, je vais passer la parole à Alexis. Bonjour. Donc maintenant, si vous avez signé, qu'est-ce qui vous reste? Vous pouvez, le moyen le plus efficace que vous aurez, c'est d'exercer votre droit de rétractation dont Florent a parlé tout à l'heure. Donc je ne rappelle pas les délais, c'est 14 jours et prorogé de 12 mois en plus si vous n'avez pas reçu les informations précontractuelles obligatoires. Ça, c'est vraiment une obligation. Nous, on est friands de ce genre de signalement. Donc si vous voyez notamment des contrats sans bordereau de rétractation ou des contrats qui ne contiennent pas la mention selon laquelle vous avez le droit de vous rétracter, signalez-le nous sur la plateforme Signal Conso que je vais présenter après, parce qu'on constate quand même beaucoup souvent que cette absence d'informations précontractuelles. Si vous ne parvenez pas à vous rétracter, si le professionnel refuse, vous pouvez toujours saisir le médiateur de la consommation. C'est un dispositif normalement que vous devez connaître puisque en tant que professionnel, pas que petit professionnel, vous êtes tenu d'adhérer à un dispositif de médiation de la consommation. C'est un dispositif payant mais qui est obligatoire et vous devez notamment informer le co-contractant des coordonnées de ce médiateur et de la possibilité de le saisir en cas de litige afin qu'il puisse avoir accès à un tiers impartial. Ça pareil, si vous n'avez pas les coordonnées, si même le médiateur ne répond pas en votre faveur, vous pouvez vous tourner vers la conciliation de justice. Ça, c'est un dispositif qui est assez similaire et qui pourra avoir les mêmes effets, clairement. En dernier recours, le tribunal judiciaire, il faut bien que vous soyez assuré que vous pouvez gagner, hein. C'est-à-dire si, il y a beaucoup de petits professionnels qui peuvent ils perdent des plumes. C'est parfois des procédures coûteuses, donc on l'envisage en dernier recours. Saisissez, comme Sarah le disait, le tribunal judiciaire en priorité, puisqu'ils sont plus habitués à connaître des litiges en matière de consommation que le tribunal de commerce, qui est composé de magistrats professionnels élus par ses pairs. Point important, la plateforme Signal Conso, qui n'est pas assez connue, même en tant que consommateur, hein, vous n'hésitez pas à nous signaler tous les faits dont vous pourriez vous estimer victime. C'est vraiment un support très important pour nous puisque c'est sur ça, c'est pas que sur ça, mais c'est en partie sur ça qu'on va se baser pour cibler les opérateurs qu'on va contrôler, pour enrichir nos indices. Donc c'est vraiment une base extrêmement importante. Elle est gérée directement par nos services. Si vous voulez nous faciliter le travail, vous fournissez bien en PJ tous les éléments qui peuvent nous permettre de circonstancier le contexte du démarchage notamment, et également prouver que vous êtes petit professionnel, par exemple une attestation URSSAF ou autre, et bien indiquer les circonstances du démarchage pour que nous on puisse déterminer après le régime juridique qui serait applicable. Donc même en tant que consommateur, je dirais, à mon avis, s'il y a une chose à retenir vraiment de cette intervention, c'est vraiment cette plateforme, puisque c'est vraiment un canal de communication qui vous permet d'être directement, de nous porter à notre connaissance des faits directement. Et c'est très important pour nous.
Vous avez également des associations, les syndicats professionnels, ça c'est important. On constate beaucoup que beaucoup de professionnels n'adhèrent pas. L'administration, nous encore, là, via le service Réponse Conso, vous aurez des juristes, donc par téléphone, vous avez les coordonnées là sur la diapo, par téléphone ou par mail ou par courrier. Ils vous aiguilleront dans vos problématiques. Je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais juste rajouter une précision. Sarah a indiqué que les obligations réglementaires étaient quand même la source de beaucoup d'arnaques. Donc, à compter de juin 2025, il y a une nouvelle réglementation en matière d'accessibilité des produits et des services. Donc, comme à l'époque sur le RGPD ou l'accessibilité des physiques des locaux, il est vraisemblable qu'on ait en tout cas des pratiques qui se multiplient sur le thème accessibilité de votre site internet si vous êtes professionnel, de tel ou tel produit si vous rentrez dans la catégorie. Donc voilà, une vigilance particulière sur cette thématique qui risque de générer un nombre de plaintes important. Alors, s'il y a des questions dans la salle, on a quelques minutes pour pouvoir y répondre. Bonjour, je voulais savoir est-ce qu'il est possible de créer des gâteaux chez soi, s'il faut un diplôme ou pas, si on peut les livrer et qui contrôlerait mon activité, la DDP ou la DGCCRF? Là, c'est une question qui est un peu hors champ de notre intervention. Donc oui, vous relevez pour partie de la DGCCRF sur l'aspect loyauté, mais pas que, aussi sur la partie sanitaire, donc hygiène, qui relèvera de la compétence de la Direction générale de l'alimentation. Et plus globalement, en fait, quand vous êtes professionnel, vous relevez d'une multitude de réglementations. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas peut-être à poser votre question par écrit à une administration sur les réglementations qui vous sont applicables et sans doute que votre question sera relayée à plusieurs administrations puisque, comme je viens de vous le dire, on est sur des compétences qui sont croisées en fonction de votre activité. Ce n'est pas seulement la DGCCRF, donc pour partie, mais pas que. Voilà. Alimentation, la DGL. Oui, bonjour. Bonjour. J'étais un peu surprise de vous entendre parler de médiation de la consommation parce que ça s'adresse au litige entre un professionnel et un particulier et pas au litige entre deux entreprises. Donc si en tant qu'entrepreneur je signe un contrat avec un fournisseur quelconque dont je ne suis pas satisfait, je ne peux pas recourir à la médiation de la consommation. Justement, en fait, ce qu'on a indiqué, c'est que vous êtes considéré comme un consommateur quand vous rentrez dans les conditions qui sont spécifiées. Donc le contrat n'entrait pas dans votre champ d'activité normal et vous avez moins de 6 salariés, donc 5 au plus. Dans ce cas-là, le Code de la consommation vous permet d'avoir ce niveau de protection. Donc on n'est pas en train de dire que ça concerne tous les professionnels. C'est vraiment une partie minime et ça s'entend en fait. Des petits professionnels qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas la structure juridique qui permet de se défendre tout seul. Voilà. Merci de la précision. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie.